J'étais de la famille jusqu'à ce que je ne le sois plus. Je m'appelle Silu Granger et, pendant plus de 17 ans, j'ai investi toute mon ambition, mes compétences et ma loyauté dans la création de Maritan Systems, une entreprise qui m'appartenait autant qu'à la famille de ma femme. Je n'étais pas un simple employé. Je faisais partie du cercle restreint. J'ai épousé Delilah Méritant, la fille du fondateur, alors que l'entreprise n'était encore qu'un fournisseur régional de composants industriels, un peu erratique. Et Gordon Méritant, son père, m'a personnellement chargé de superviser les opérations. Ces premiers jours, où nous avons remporté la victoire en trouvant de nouveaux fournisseurs et en maintenant les lignes de production en activité, me semblent à la fois vivaces et lointains. Je me souviens de la chaleur de l'usine en plein été. Du rythme saccadé des machines que j'ai appris à parler couramment et de la façon dont les yeux de Gordon s'illuminaient face à la crise que personne d'autre n'osait aborder. J'ai formé ses fils, Tyler, puis Russell, au même principe qu'il m'avait inculqué, l'intégrité, le souci du détail et l'obsession du respect des promesses faites aux clients. J'ai arbitré des litiges avec des fournisseurs lorsque d'autres se sont retirés, annulant des contrats et renégociant des clauses dans des salles de conseil bondées. Insistant toujours sur la primauté de la réputation de Meridan, je grimpais dans des entrepôts poussiéreux pour inventorier des pièces, esquisser des plans de production et des sweatshirts mouillés, et passer les week-ends à réviser les budgets jusqu'à pouvoir réciter chaque poste dans mon sommeil. Et Gordon observait tout cela, sa canne martelant un rythme saccadé au rythme de mes pas. Jusqu'à ce qu'un après-midi, dans son bureau, il m'appelle et me murmure « C'est toi qui fais tourner le moteur ». Ces mots murmurés furent mon plus grand honneur. Ils représentaient une mission de protection de l'héritage. Lorsque la santé de Gordon déclina soudainement, l'effervescence du bureau se transforma. On abordait les sujets sensibles sur la pointe des pieds. Les membres du conseil se réunissaient dans des coins discrets, et mes journées se remplissaient d'appels nocturnes à des spécialistes et de réunions stratégiques urgentes. Gordon rédigea un avenant à son testament, mit à jour mon contrat de travail avec de nouvelles clauses garantissant mon rôle si sa santé l'obligeait à se retirer, et déclara que j'étais celui à qui il fallait faire confiance par-dessus tout. Mais après une brève hospitalisation, il est décédé. Et dans les couloirs immaculés du siège social de Méritant, les illusions de permanence se sont brisées. Moins de 24 heures après les funérailles, la structure de direction de l'entreprise était démantelée. Delilah, pâle et hantée, tentait de garder bonne figure devant les caméras, mais le véritable jeu de pouvoir se déroulait à huis clos. Russell, mon beau-frère, était impeccable et précis, avec des discours truffés de slogans à la mode sur l'innovation, la synergie et la transformation de la prochaine génération. Il assumait le rôle de PDG comme s'il en était inné, arpentant les couloirs avec un sourire constant qui dévoilait juste assez de dents pour être menaçant. Il a immédiatement instauré des réunions publiques débordantes de jargon d'entreprise et de diapositives brillantes annonçant une nouvelle ère, une ère qui omettait ostensiblement toute mention de moi. Le premier message est arrivé par courriel tard dans la nuit. La nouvelle structure de direction sera dévoilée demain. Présence obligatoire. Je l'ai lu à la maison. Des images de l'approbation chaleureuse de Gordon me traversaient l'esprit. Je me suis accordé un bref instant d'incrédulité, puis j'ai craqué pour ce qui devait arriver. Le lendemain matin, je me suis précipité dans l'usine à l'aube, comme je l'avais fait maintes fois, pour vérifier une livraison retardée, lorsque les haut-parleurs du plafond ont grésillé, annonçant une annonce inattendue. Équipe, rendez-vous dans la salle de conférence principale dans 30 minutes pour une mise à jour importante. La voix était celle de Russell, douce, assurée, inflexible. J'ai jeté un coup d'œil au contremaître qui a haussé les épaules, et les ouvriers ont échangé des regards perplexes. Une réunion d'équipe, comme il l'appelait. J'ai redressé ma cravate, rentré ma chemise et rejoint les autres. Dans la salle de conférence principale, la tension était palpable. Assis autour de la table ovale se trouvait toute l'équipe de direction, managers, directeurs, ingénieurs que j'avais recrutés et, bien sûr, Delilah. Russell se tenait en tête, une diapositive PowerPoint derrière lui, proclamant le mérite et l'avancement. Il a commencé par remercier tout le monde pour son travail acharné, puis s'est arrêté, tandis que je scrutais la salle jusqu'à ce qu'il se décide pour moi. « Il nous faut du sang neuf, dit-il d'une voix sèche. Silas, ton heure est venue. » Les mots résonnèrent comme des pierres. J'eus un vertige, puis de la fureur, puis la froide prise de conscience que j'étais précisément là où je devais être présent et calme. Pas de drame, pas d'emportement. J'acquiesçai brièvement, résistant à l'envie de protester. Au lieu de cela, je me contentais de mesurer ma réaction. Nuit,
j'ai trouvé Delilah dans le bureau, en train de parcourir des lettres de condoléances. Ses yeux étaient remplis de larmes à côté de moi, déchirés entre sa loyauté envers la mémoire de son mari et les nouvelles directives que son frère lui aboyait à l'oreille. Je ne me suis pas approché. J'ai simplement fermé la porte et je suis parti, éprouvant un profond sentiment d'exil. J'ai alors compris ce que signifiait être séparé de sa famille. On n'existe soudain plus que comme une ressource remplaçable. J'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait dans le miroir, les joues creusées par le chagrin, le regard durci par la trahison, les épaules fermes par la détermination. Je n'étais plus de la famille. Je n'étais qu'un simple employé. Et cela allait changer. Ce mercredi matin-là, je suis entré dans la salle de conférence principale, sentant le poids familier des responsabilités peser sur mes épaules, m'attendant à une nouvelle séance stratégique bien remplie ou à une revue des chiffres du trimestre. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête et la table en verre brillait vivement en dessous. Je me suis assis à ma place habituelle près de la fenêtre, scrutant les visages de l'équipe de direction, de mon équipe, de ceux que j'avais encadrés à travers des délais serrés et des fiascos de la chaîne d'approvisionnement. Delilah s'est assise 2 chaises plus loin, son expression impénétrable derrière un voile de chagrin, et Russell se tenait en bout de table, les bras croisés, dégageant une confiance qui me mettait mal à l'aise. Je me suis rappelé de me concentrer, d'être à l'écoute du moindre indice concernant les lancements de produits ou les négociations avec les fournisseurs. J'avais passé 17 ans à bâtir cette entreprise pour en faire ce qu'elle était devenue. Aujourd'hui, ce ne serait pas différent. Pourtant, alors même que je lissais ma cravate et disposais mon bloc-notes, la tension dans la pièce était palpable, comme si chaque œil scrutait secrètement ma respiration. Russell s'éclaircit la gorge et actionna sa télécommande, projetant une diapositive sur laquelle était écrit « Maritan System, le prochain chapitre ». Les mots défilaient derrière lui en lettres bleues en gras, mais la formulation semblait piège. Il commença par des platitudes d'entreprise sur la stimulation de l'innovation et la conquête de nouveaux marchés, et j'acquiesçai, me rappelant que c'était toujours mon domaine, que ma connaissance de l'atelier, de mes relations avec les fournisseurs et ma profonde compréhension de l'ADN de l'entreprise me donnaient un avantage qu'aucun slogan ne pouvait surpasser. Russell félicita chacun pour son travail acharné, puis marqua une pause, les yeux rivés sur lui, les voix chuchotées. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je sentais le moment approchant du passage des paroles creuses au changement réel. Il inspira lentement, et lorsqu'il reprit la parole, son ton s'aiguisa. Nous sommes à la croisée des chemins, dit-il en scrutant la table avant de finalement se tourner vers moi pour saisir les opportunités qui s'offraient à nous. Nous aurons besoin de nouvelles perspectives et d'une structure revigorée. Il marqua une pause pour assimiler ses mots, puis inclina légèrement le menton dans ma direction et me frappa avec un calme délibéré. Silu, ton temps ici est révolu. Un frisson me parcourut l'échine et une vague de souvenirs me traversa les yeux. Les nuits blanches passées à dépanner la chaîne de production sous-performante. Les réunions de crise avec les clients en retard dont les commandes avaient déraillé. Les innombrables heures passées à aplanir les conflits avec les fournisseurs alors que tous les autres cadres s'étaient retirés. Mais j'éprouvais aussi une clarté inattendue, comme si quelqu'un avait enfin retiré un bandeau que je portais sans m'en rendre compte. Je restais là, silencieux, à écouter mes propres poumons inspirer lentement, regardant la pièce s'exhaler autour de moi, pétrifié par le silence. Aucun applaudissement ne suivit, pas de cliquetis d'épingles ni de froissement de papier, juste un silence de pierre qui s'étendait entre le sourire de Russell et mon hochement de tête délibérément contrôlé. Je repris ma place sans protester, laissant les mots s'infiltrer comme du plomb froid dans mes entrailles. Russell reprit sa présentation, ses diapositives défilant sur des initiatives d'efficacité et des exercices de branding qui paraîtraient bientôt creusant la colonne vertébrale opérationnelle que j'avais construite. Il énumérait les échéances et les livrables avec la même aisance qu'il avait mise à m'effacer de l'avenir de l'entreprise. Mais sa voix était faible et lointaine, comme projetée dans un long couloir plutôt que prononcée de l'autre côté de cette table. Delilah cligna des yeux vers son frère, les joues pâles, et je compris qu'elle avait été complice de ma convocation et de mon renvoi. La trahison fut plus douloureuse que tous les coups que j'avais jamais reçus. Ensuite, tandis que les gens sortaient un à un, je restais assis, les surveillant de près tandis qu'ils disparaissaient dans le couloir. Le regard en coin du contremaître, les regards détournés des ingénieurs seniors, le hochement de tête hésitant du jeune manager. Tous me traitaient comme si je n'existais plus. Mon équipe avait été la force vive de Maritan. Ensemble, nous avions surmonté les audits réglementaires, remporté des contrats de défense de plusieurs millions de dollars et maintenu un bilan de sécurité irréprochable. Pourtant, j'étais là, anéanti par une simple phrase prononcée sur un diaporama.
J'ai rangé mon carnet et ma tablette dans ma mallette, conscient que l'équipe de Russell rédigeait déjà la lettre de licenciement officielle indiquant que l'avocat de l'entreprise aurait les documents sur mon bureau avant midi. Mais j'ai agi délibérément, refusant de leur donner la satisfaction de la précipitation. J'ai rangé une pile de dossiers sur la table, rangé les punaises dans leur support et envoyé un bref email au RH confirmant ma présence à l'entretien de départ. Chaque frappe sur une touche me donnait l'impression de reprendre le contrôle de mon entreprise. En entrant dans le couloir, la fraîcheur du couloir m'a fait l'effet d'un baptême, mais au lieu de ressentir de la peur, j'étais résolu. Je me suis souvenu des paroles de Gordon selon lesquelles j'étais le moteur de cette machine, et j'ai réalisé que ces mots transcendaient toute structure d'entreprise que Russell pouvait imaginer. Je me suis souvenu de la clause 12.44 de mon contrat de travail, le parachute dispersé parmi les juristes sans expérience qui garantissait mes droits à indemnité de licenciement. J'ai alors compris que j'avais plus d'influence que Russell ou n'importe quel avocat ne pouvait en concevoir. Je me suis arrêté devant l'ascenseur et je me suis aperçu dans les portes réfléchissantes, les épaules carrées, la mâchoire crispée, le regard en alerte. Ce n'était pas le moment de me mettre en colère, mais de faire preuve de stratégie. Je n'allais pas quémander ma place. Je n'allais pas quémander la reconnaissance de ceux qui avaient déjà décidé d'effacer mes contributions. Au contraire, je laisserais les choses se dérouler comme je le voulais. J'ai appuyé sur le bouton du hall d'entrée, j'ai expiré et je me suis concentré sur la voie à suivre. Sortir de l'ombre de Meridan et me diriger vers un avenir où je serais maître de mon destin. Cet après-midi-là, j'étais assis à mon bureau, le soleil tardif passant à travers les stores et projetant des codes-barres sur la surface en acajou. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fouillé dans l'armoire ignifuge où j'avais caché le document le plus important que j'ai jamais signé. L'étiquette de l'épais dossier en papier craft portait, de la main précise de Gordon, le texte suivant, contrat de travail Merit and System, mis à jour en 2014. Mes doigts ont picoté en décollant le sceau. J'ai déposé le contrat sur le bureau, entre nous, comme un drapeau de trêve. Même si je savais qu'il n'y aurait pas de négociation. C'était ma garantie, ma police d'assurance tacite sur laquelle Gordon avait insisté après la tentative de coup d'État des investisseurs 9 ans plus tôt. Une clause qu'il avait personnellement supervisée, rédigée à sa demande, gardée sous clé. Je me souvenais parfaitement de ce jour. Les émissaires des investisseurs, en costumes impeccables, avaient fait irruption dans le bureau de Gordon, le félicitant poliment pour la croissance de Meritan, se penchant pour proposer une fusion qui m'évincerait. J'avais assisté à cette réunion, associé tacite par alliance et responsable des opérations publiques. J'avais vu la tension monter dans la mâchoire de Gordon tandis qu'il éludait leurs questions. Après leur départ, il m'a fait signe d'approcher, un dossier d'investisseur froissé à la main, et m'a dit, s'il nous attaque à nouveau, je veux que tu sois intouchable. Personne ne peut te virer sans en payer le prix. Nous avions passé le mois suivant en réunion interminable avec Hugh Danner, l'avocat de l'entreprise, à peaufiner les clauses qui me protégeraient si l'entreprise me trahissait, et ils ont fini par tous les signer. J'ai alors parcouru la page jusqu'à la clause 12.4, où la protection était énoncée avec une clarté juridique dense et intangible. En cas de licenciement sans motif, l'employé aurait droit à 24 mois de salaire de base, à la liquidation immédiate de toutes ses participations, à ses droits à la retraite et aux primes brutes, et à une renonciation contraignante à toute clause de non-concurrence. J'ai retracé chaque mot, laissant sa promesse s'ancrer dans ma mémoire. 24 mois de salaire signifiait que je pouvais partir dignement. La liquidation des actions me garantissait un capital pour affronter n'importe quelle tempête, et la renonciation à la non-concurrence empêchait Russell de me mettre dans une situation délicate. La prévoyance de Gordon résonnait dans mon esprit. Claire, inébranlable, paternelle. Il n'avait jamais voulu que je me sente remplaçable. Je posai une nouvelle feuille de papier et griffonnai un résumé des points clés de la clause. Rupture de contrat, action, prime, renonciation. J'entendais presque la voix de Gordon, basse et chatouillée par cet humour malicieux. Que les parachutes sont censés vous sauver quand le sol s'effondre. Je m'autorisai un sourire crispé. Les mots sans motif me lançaient un regard noir. Cette phrase, mon déclencheur d'or, avait été insérée avec tant de minutie. Maintenant, je détenais le pouvoir qu'elle conférait. Je repliai le contrat et le glissai dans ma sacoche avec mon téléphone et mon portefeuille, puis refermai le placard. Tout semblait étrangement calme, comme si les étapes que j'avais répétées 1000 fois dans ma tête s'alignaient enfin. Un battement d'œuf sourd dans mes yeux, à la fois trahison et soulagement. Trahison parce que la famille de Delilah s'était retournée contre moi.
Soulagement parce que leur seule erreur de calcul était que j'avais toujours prévu exactement ce moment. Un doux bip sur mon téléphone interrompit ma rêverie. J'ai balayé l'écran pour lire un SMS de Marsha Quaid, mon amie de longue date et avocate spécialisée en droit du travail. On se parle demain. L'annonce disait-elle. J'ai rédigé une réponse rapide. On se retrouve à 21h. J'ai les quais. Frapper, pêcher, me semblait décisif, comme si j'avais jeté une pierre dans l'eau calme et déclenché des vagues de conséquences. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la rue tranquille où les voisins arrosaient les pelouses et les enfants faisaient du vélo sur les trottoirs. C'était une vie ordinaire qui se déroulait, indifférente aux trahisons des entreprises et aux clauses de licenciement. J'ai fermé les yeux et laissé la brise qui soufflait par la fenêtre me caresser. Ma poitrine s'est serrée lorsque les souvenirs de 17 ans de loyauté ont surgi. Les nuits où j'étais resté tard pour résoudre des dysfonctionnements de machines. Les week-ends passés à étudier les budgets. Les appels téléphoniques aux clients dont les commandes avaient déraillé pendant les grèves des fournisseurs. Chaque nuit blanche, chaque risque que j'avais pris pour préserver la réputation de méritant ont conduit à ce moment. Je retournai au bureau et rouvris le dossier, feuilletant cette fois les pages précédentes. Le contrat original de 2004, l'agenda de 2008, les évaluations de mi-année, le barème des primes défilaient sous les initiales approbatrices de Gordon. Sur chaque page, il y avait mes notes manuscrites, les notes marginales de Gordon, et même les commentaires occasionnels de Delilah. Maintenant, toutes ces approbations me semblaient l'écho d'une promesse non tenue. Mais entre les pages se trouvaient les griffes indestructibles. Je refermai le dossier et appuyai ma paume contre lui. Ce seul document était tout ce dont j'avais besoin pour récupérer ce qui m'avait été volé. Fini les obéissances tacites, fini les trahisons masquées par la loyauté familiale. Je présenterai cette clause à l'avocat de l'entreprise, Hugh Danner, et le conseil d'administration tremblerait en réalisant ses obligations légales. J'imaginais la panique dans le visage calme de Hugh, son calme craquant lorsqu'il convoquerait Russell pour une réunion d'urgence. J'imaginais la peur nouée dans la gorge de Russell lorsqu'il apprendrait que son coup d'État avait déclenché une obligation de 24 mois. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Un calme profond s'installa en moi. Je rangeai le dossier dans mon sac et éteignis la lampe de bureau. Ce soir, je dormirais la conscience tranquille, sachant que j'avais les compétences et le droit légal de me protéger. Demain, je rencontrerai Marsha et, ensemble, nous déclencherions le processus qui obligerait le mérite et les systèmes à honorer ses engagements. Pas de menaces, pas de colère, juste la force tranquille d'un contrat signé, soutenu par une intégrité irréprochable. En m'éloignant du bureau, je jetai un dernier coup d'œil au dossier scellé. Gordon m'avait donné plus qu'un parachute. Il m'avait donné la certitude, et la certitude était le plus puissant des leviers. Je ne perdis pas une seconde. Dès que je fermai la porte de la salle de conférence derrière moi, le goût de la trahison encore vif sur ma langue, je pris mon téléphone et composai le numéro de Marsha Quaid. Elle décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix vive et autoritaire, une encre réconfortante dans le tourbillon de mes pensées. « Silu, dit-elle avant même que je ne parle. Je sens que des ennuis vous attendent. » Je lui expliquai le rassemblement d'équipe et le rejet brutal de Russell, d'un ton mesuré, n'a pas tardé à me faire réagir. Marsha n'a marqué qu'un bref instant avant de répondre. Envoie-moi tout ce que tu as, le contrat mis à jour, l'ordre du jour signé de Gordon, toutes les notes du conseil d'administration faisant référence à ta classe. Je les examinerai ce soir et je t'appellerai à la première heure. En raccrochant, j'ai ressenti une lueur d'espoir. J'avais toujours été fier d'anticiper les problèmes avec les fournisseurs et les retards de production. Je m'armais maintenant du levier juridique que Gordon avait si méticuleusement organisé. Ce soir-là, j'ai étalé tous les documents pertinents sur ma table à manger. Le contrat initial de 2004, les évaluations de performance, les barèmes de primés, surtout, l'avenant de 2014 avec la clause 12.4. J'ai examiné les signatures soignées, le griffonnage caractéristique de Gordon, la discrète fioriture de Delilah, et même le parchemin réticent de Russell lors de la réunion du conseil d'administration de cette année-là. J'ai alors réalisé qu'aucun d'entre eux n'avait vraiment cru à la force de cette clause. Ils l'avaient signée par formalité, sans jamais s'attendre à en avoir besoin. J'ai passé au crible. Les documents étaient examinés méthodiquement, annotant les passages clés à l'encre rouge, soulignant les échéances de paiement et inscrivant des notes en marge soulignant les clauses irrévocables. L'épingle rouge faisait office de bannière de ralliement, signalant que l'heure de vérité était arrivée. Tandis que les lumières de la ville clignotaient dehors, je rédigeais un courriel impeccable à Marsha.
documentation ci-jointe concernant la clause 12.4 du contrat de travail Silu Granger, mérite et système. Veuillez me donner des nouvelles demain. En cliquant sur « Envoyer », j'ai senti que le vent commençait à tourner. Pendant la nuit, le sommeil m'a échappé. Je repensais sans cesse à la déclaration calme de Russell, « Votre temps ici est terminé ». Comme si cette phrase avait besoin d'être exorcisée de mon esprit, mais une autre pensée a apaisé la douleur. Mon travail chez Méritant avait toujours consisté à résoudre des problèmes impossibles sous pression. Ce n'était qu'un autre casse-tête logistique, bien que enveloppé d'une trahison familiale. J'ai examiné les prochaines étapes possibles, une mise en demeure, un appel direct devant le conseil d'administration, une divulgation publique calculée. Pourtant, je faisais une confiance aveugle au jugement de Marsha. Je savais qu'elle trouverait la solution. L'approche la plus ferme et la plus discrète. À l'aube, j'ai ressenti la montée d'adrénaline familière qui accompagnait toutes les négociations à enjeux élevés que j'avais menées. À 8h30 précise le lendemain matin, Marsha a appelé. J'ai répondu à la première sonnerie et, dès que sa voix saccadée a rempli mon oreille, j'ai su qu'elle souriait. Silu, a-t-elle commencé. Vous avez une corde en or enroulée autour de cette entreprise. Nous envoyons une simple mise en demeure. Pas de colère, juste les détails de la clause et un délai de mise en conformité, et tout ira mal. Elle a résumé le projet, une lettre d'une page sur papier en tête de son cabinet adressée à Hugh Danner, directeur juridique de Méritant, résumant la date de licenciement, récitant la clause 12.4.4 dans son intégralité et exigeant le versement de l'indemnité de départ dans les 10 jours ouvrables. Pas de faille, a-t-elle insisté. Qu'ils tiennent parole. J'ai senti ma poitrine se serrer de satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance. C'était l'exécution d'une promesse que Gordon m'avait faite. Cet après-midi-là, Hugh Danner se retrouvait sur le « J'ai reçu la lettre de Marsha ». J'étais assis à mon bureau chez moi lorsque mon téléphone a sonné. Le nom de Hugh s'est affiché sur l'écran. J'ai pris un moment pour me ressaisir. Pas de main tremblante ni de respiration haletante. Réponse impressionnée. Sa voix a tremblé dès la première syllabe. Silu, je viens de recevoir la lettre de votre avocat. Nous avons peut-être un problème. On peut parler ? J'ai reconnu les notes de panique. Ces tremblements soigneusement réprimés qui surgissent lorsque le sang-froid professionnel d'une personne s'effondre. J'ai gardé un ton ferme. Bien sûr, Hugh. Je suis disponible cet après-midi ou demain matin, à votre convenance. Il a balbutié quelques mots supplémentaires sur son souhait de trouver une solution à l'amiable et a raccroché avant que je puisse répondre. Après l'appel, je me suis adossé à ma chaise, laissant la gravité de ce qui venait de se passer s'installer. Pendant 17 ans, j'avais traversé des crises de toutes sortes. Défaillance de fournisseurs, audit réglementaire, retour client, mais je ne m'étais jamais senti aussi justifié ni aussi puissant. La machine juridique était désormais en marche, et le mérite et la haute direction allaient se démener pour honorer des obligations qu'ils avaient volontairement ignorées. J'imaginais le bureau bien rangé de Hugh, désormais jonché de notes affolées. Les membres du conseil d'administration convoqués en urgence et Russell arpentant les bureaux du PDG, réalisant que son stratagème s'était retourné contre lui de manière spectaculaire. Pourtant, malgré cette attaque contre Freda, je ressentais un étrange calme. Je me rappelais qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle. C'était l'exécution d'un contrat, un accord né de la prévoyance et du respect. Je repensais à ma relation avec Gordon, un homme qui valorisait l'intégrité par-dessus tout, et j'éprouvais un pincement au cœur de ne pas être là pour assister à ce moment. Puis je pensais à Delilah, qui était restée silencieuse pendant que son frère fomentait ma chute. Malgré une douleur intense, je reconnaissais que son silence avait dénoué nos vies, me permettant de tracer une nouvelle voie. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon de rapports d'étapes et de mai. Marsha et moi avons échangé des notes sur les messages de plus en plus désespérés de Hugh, chacun truffé d'expressions comme « surveillance » et « évaluation interne ». Comme si une note mal placée pourrait anéantir 17 ans de confiance avérée. Pendant ce temps, je poursuis ma routine habituelle, je vérifie les premiers prototypes d'Iron Rail, j'encadre de jeunes ingénieurs et j'affine les accords de partenariat, affichant calme et détermination. Laissons le mérite et le travail errer dans les sables mouvants juridiques. Je serai là à construire, créer et avancer. À la fin de la semaine, j'ai reçu l'avis officiel que le conseil d'administration de Méritant avait approuvé mon indemnité de départ complète, effective immédiatement, les fonds devant être transférés sous 10 jours. Je me suis permis un sourire discret,
un signe de tête à Marsha et un bref courriel de remerciement. La panique avait bel et bien commencé chez Merit & System, mais pour moi, elle marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre, défini non par des liens familiaux ou des titres professionnels, mais par l'intégrité inébranlable que Gordon avait défendue et qu'aucun coup de force au sein du conseil d'administration ne pourrait jamais effacer. Russell m'a appelé personnellement le lendemain. Son ton était trompeur, comme si nous étions de vieux amis prenant un café plutôt qu'un ancien directeur des opérations et un PDG fraîchement nommé discutant de la fin d'une relation. 17 ans de partenariat. J'étais sur la terrasse de mon appartement du centre-ville, le soleil de fin d'après-midi baignant l'horizon, lorsque mon téléphone a vibré avec son numéro. Cette vue m'a fait un pincement familier dans la poitrine, un écho du choc ressenti dans cette salle de conférence. J'ai pris une inspiration, calmé le nœud qui me serrait les entrailles et tapé, répondre. Sa voix était douce, sèche, avec une aisance éprouvée. Silu, je voulais te contacter moi-même. Mettre les choses au clair. Nous aimerions t'offrir 6 mois d'indemnité de départ et une lettre de recommandation. Restons amicaux, tu sais, sans rancune. Il parlait comme si 6 mois de salaire pouvaient compenser 17 ans de loyauté, de mentorat et les innombrables crises que j'ai apaisées pendant que les autres fermaient les yeux. 6 mois n'étaient qu'une infime partie de mes contributions. Pourtant, je suis resté calme. J'apprécie l'offre, ai-je commencé, en modulant soigneusement mon ton pour ne pas trahir la colère qui couvait en moi. Mais compte tenu des circonstances d'un licenciement brutal sans motif ni avertissement, je vous demanderai de vous référer à la clause 12.4 du contrat de travail. Je l'entendis inspirer brusquement, la première fissure dans son air calme. Il y eut un léger bruissement au-dessus de la ligne, des papiers glissants, peut-être un avocat feuilletant des documents. Puis sa voix reprit, un peu plus sèche cette fois. Écoute, Silas, tu sais que je respecte ce que tu as fait. Mon intention n'est pas de couper les ponts. 6 mois, c'est généreux compte tenu des contraintes de trésorerie actuelles. Généreux. L'audace était douloureuse. Je l'imaginais adossé à une chaise derrière un bureau en acajou, les bras croisés, convaincu que 50 000 $ par mois pendant 6 mois équivalait à une reconnaissance. En arrière-plan, j'entendais distinctement la respiration de Delilah dans le haut-parleur, douce et contenue. J'aurais aimé croire qu'elle m'avait tendu la main, mais sa présence ne faisait qu'accentuer cette trahison familière. Mon pouls s'est mis à battre dans mes oreilles tandis que je retenais un battement avant de répondre. La clause 12 de Russell me donne droit à 24 mois de salaire de base, à la liquidation immédiate des actions à leur juste valeur marchande, à une retraite et des primes rajustées, et à une renonciation à toute clause de non-concurrence. C'est ce que j'accepte. Moins que cela, et je demanderai à mon avocat de porter plainte. Sa réponse fut abrupte, teintée d'hostilité. Tu ne travailleras plus jamais dans ce domaine. Silu, tes vieilles nouvelles. J'ai senti ces mots me ronger les entrailles. Il pensait que menacer mon avenir me ferait peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti une satisfaction froide. J'ai laissé le silence s'éterniser avant de dire, c'est drôle que tu aies mentionné que j'ai déjà eu 2 entretiens, tous 2 avec des personnes que j'ai personnellement formées, des personnes qui respectent mon travail. J'entendais presque ces fanfaronnades d'entreprise se dissiper. Il a balbutié quelque chose à propos de conflits d'intérêts et de considérations éthiques, mais je l'ai interrompu. Tes sermons sur l'éthique ne m'intéressent pas. Tu me congédies sans motif. Je ne fais qu'appliquer un contrat signé par ton père. Je fermai les yeux, imaginant le sourire radieux de Gordon lorsqu'il insista sur la clause 12.4. Tu as 5 jours ouvrables pour exécuter les conditions, Russell, poursuivis-je d'une voix ferme. Après cela, les tribunaux trancheront. Il balbutia des excuses hésitantes, puis raccrocha. Je fixai le téléphone silencieux dans ma main, percevant le faible écho de ses derniers mots. Mes doigts planèrent au-dessus de l'écran. Puis je le posai face contre terre sur la table en teck à côté de moi. Le bruit de la ville montait des rues en contrebas, lointain et indifférent. Je me calai contre le dossier de ma chaise, expirant lentement, laissant la lumière du soleil me réchauffer le visage. À cet instant, je réalisai à quel point Russell comprenait mal la valeur, la différence entre un titre clinquant et la substance qui soutient une entreprise. Il avait élagué ce qu'il considérait comme un poids mort, mais en réalité, il avait cassé la branche qui portait le fruit de toute une vie de travail. Je restai sur la terrasse jusqu'au crépuscule, revoyant la conversation et énumérant les prochaines étapes. Informer Marsha de la menace d'ultimatum de Russell, confirmer le délai légal et me préparer à toute contre-mesure justifiée dans ma tentative. L'objectif était clair.
Je ne négocierai pas en position de faiblesse. J'insisterai sur ce que Gordon m'avait garanti. Je me suis souvenu de la voix de Gordon, basse et assurée. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, Silu, tu seras le seul à avoir les clés. J'ai alors réalisé que ce moment approchait depuis des années. Chaque fois que j'insistais sur la qualité plutôt que sur le prix, chaque fois que je protégeais la réputation de l'entreprise à mes dépens, je m'assurais de ne jamais être jetable. Ce soir-là, j'ai rédigé un courriel à Marcha. Russell m'offrait 6 mois et menaçait mon avenir. Veuillez déposer la mise en demeure en invoquant la clause 12.4 pour demain matin à 9 h. En appuyant sur « Envoyer », j'ai ressenti une vague de détermination. Le combat n'avait plus pour but de prouver ma valeur à une famille qui m'avait rejeté. Il s'agissait d'honorer un engagement entre moi et le seul homme qui m'ait jamais fait confiance inconditionnellement, Gordon Méritant. Au cours des 2 jours suivants, la nouvelle s'est répandue dans les rangs de Méritant. J'ai reçu d'anciens collègues des textos discrets disant « J'ai vu l'avis juridique ». Des fournisseurs que j'ai accompagnés pendant des années m'ont appelé pour exprimer ma solidarité. Même Roland Trigg m'a envoyé un bref message. Vous avez bien fait. Ce soutien m'a réconforté, me rappelant le véritable réseau que j'avais construit, fondé sur le respect et la confiance mutuelle, et non sur le népotisme. Le 5e jour ouvrable, j'ai vu les fonds être transférés sur mon compte, conformément à la clause 12.4. J'ai confirmé les modalités de liquidation des actions et signé les derniers documents de levée de la clause de non-concurrence. En l'espace d'une semaine, je suis passé du statut de cadre supérieur mis à l'écart à celui d'associé pleinement reconnu, tant en droit qu'en esprit. J'ai clos ce chapitre avec une dignité tranquille, rangeant mon ordinateur portable et mes dossiers du bureau à domicile dans une sacoche en cuir. Le lendemain matin, en passant devant le siège de Meridan, je me suis arrêté sur le trottoir, levant les yeux vers la façade élégante où les gens se présentaient pour une nouvelle journée sous le régime de Russell. Je n'éprouvais pas de sentiment de triomphe. Au contraire, un profond sentiment d'accomplissement m'habitait. J'avais honoré ma part du contrat. Exactement comme Gordon le voulait, tranquillement, de manière compétente et sans malveillance. Leur offre de 6 mois avait été une insulte. Mon insistance sur 24 avait témoigné de l'intégrité que Gordon m'avait inculquée. Et donc, comme je me suis détourné, je me suis porté avec moi et non pas une rancune, mais une confiance profonde que les contrats, comme la réputation, sont construits sur la confiance et ne peuvent pas être brisés sans conséquence. J'avais collecté mon dû, et maintenant le vrai travail, construisant quelque chose de nouveau, attendu. La semaine suivante, la tension que j'avais ressentie dans cette salle de conférence s'est dissoute dans un exode à part entière, comme si la société elle-même se réveillait enfin à Russell. J'ai entendu d'abord Maya Jensen, l'ingénieur principal dont les innovations nous avaient secourus lors de cette pénurie d'approvisionnement critique il y a 2 ans. Sa lettre de démission est arrivée dans ma boîte de réception avec la ligne d'objet, LSS of Leadership Integrity, croquant et discret. Elle a cité de vagues violations éthiques et érodé la confiance dans sa brève note. Mais je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Le leadership qui a jeté la loyauté en faveur des mots à la mode ne pourrait jamais maintenir l'innovation qu'elle a défendue. Roland Trigg, mon protégé le plus fiable dans la division de contrôle de la qualité, qui avait passé la nuit à l'usine pour déboguer un réseau de capteurs défectueux, a envoyé son propre mémo de sortie le lendemain matin. Ces mots faisaient écho à masse. Je ne peux pas continuer sous la direction qui dévalue les personnes qui construisent l'entreprise. J'ai ressenti une vague de fierté que mon mentorat avait inspiré une telle loyauté, mais aussi un coup de regret qu'il perdait de la stabilité pour le principe. Pendant ce temps, les engrenages opérationnels de Meritant ont commencé à grincer sous le poids des troubles du leadership. Une livraison critique à un grand entrepreneur de défense du gouvernement, un contrat que j'avais personnellement obtenu, est arrivé en retard par 24 heures, déclenchant des clauses de sanctions que j'avais négociées pour protéger nos marges. Le courrier électronique TUR du client a atterri dans la boîte de réception de Russell. CCNG l'intégralité du conseil d'administration. Meritant System n'a pas respecté les délais de livraison. Cette violation aura un impact sur de futurs prix. J'imagine le scintillement de la panique sur le visage de Russell alors qu'il relit le message, luttant pour assembler le réseau de fournisseurs complexes que j'avais maintenu contre tous les obstacles imaginables des pénuries de matériaux aux conservations de douane. Puis vint la nouvelle d'un procès pour fournisseurs. Les composants de Green Ridge ont déposé une plainte pour rupture de contrat après avoir présumé que Meritant avait unilatéralement imposé des baisses de prix sur les matières premières. Cette poursuite a cité les emails internes dans lesquels les directives de Russell ont dépassé les longues négociations que j'avais orchestrées.
J'ai vu l'ironie là-bas. Il a exigé des économies de coûts, puis a blâmé les fournisseurs d'avoir protégé leurs marges. Le conseil d'administration a convoqué une session d'urgence pour évaluer l'exposition juridique, et les chuchotements des défaillances de risque de réputation et de gouvernance ont fait l'écho via la suite exécutive. Je savais que Hugh Danner devait être en surmultiplié, se précipitant vers des trous de réparation dans leur défense tout en tâtonnant pour rappeler les termes précis de ma clause de départ. À travers tout cela, je suis resté silencieux. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai rappelé à personne des appels de fin de soirée ou des éloges manuscrits. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la construction de prototypes de fer ferroviaire en fer, le mentorat de Léo Crenshaw et de la petite équipe d'ingénieurs qui donnait vie à notre plateforme logistique. Chaque ligne de code que j'ai examinée, chaque machine que j'ai calibrée ressemblait à une remise en état de but, une affirmation que je pouvais créer des systèmes fondés sur l'intégrité plutôt que dans les théâtres d'entreprise. Pendant ce temps, le mérite est trébuché d'une crise à l'autre. Dégaissé manquait, les menaces juridiques ont érodé la confiance des fournisseurs. Les dominos qui avaient été fixés il y a des mois tombaient avec une précision impeccable dirigée par moi, mais par la logique inexorable de l'éthique des affaires et des obligations contractuelles. À la fin de la semaine, j'ai reçu une note discrète de Roland envoyée à mon email personnel me remerciant d'avoir donné l'exemple et de me souhaitant du succès alors que je construisais quelque chose de mieux. Le message de séparation de Emma est arrivé sur l'offre de LinkedIn pour servir en tant que consultant pour les premiers adoptants de la plateforme IronRail. Leur démission tranquille en disait long. Le réseau de talents que j'avais cultivé se déplaçait vers une entreprise qui appréciait leurs contributions plutôt que de les rejeter. En fermant mon ordinateur portable ce vendredi soir, j'ai réfléchi à l'étrange poésie de tout cela. Mon silence avait été stratégique. J'avais permis au propre faux pas de Meridan de diffuser la vérité. L'examen interne du conseil d'administration exposerait bientôt l'étendue complète de la mauvaise gestion de Russell, mais la victoire appartenait aux gens qui sont partis par principe. Debout sur le balcon de mon nouveau bureau, toujours des échafaudages et des lumières fluorescentes, j'ai inspiré. L'air de printemps frais et j'ai regardé le centre-ville de la circulation en dessous. La salle de conférence vide de Meritan était comme une tombe. Ici, dans cet espace na, la possibilité a prospéré. J'ai imaginé un avenir où la loyauté et la compétence seraient récompensées plutôt que remplacées par les querelles familiales. Je savais que les revers des Maritans ont enduré par rapport à l'industrie, servant de compte éditant. Trafez votre ombre et votre fée-nation semblera. Pour moi, l'exode de Maya, Roland et d'autres n'était pas seulement un triomphe de l'intégrité. C'était la confirmation que les valeurs que Gordon m'avait confiées devraient survivre à toute mise à mort. Et cette réalisation m'a fait avancer, non pas avec une joie vindicative, mais avec une confiance résolue que les meilleures équipes sont celles construites sur le respect mutuel, et non sur la politique de l'entreprise éphémère. Le jour où la colonie est finalement arrivée, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anticipation alors que je suis entré dans la petite salle de conférence de Marsha, le bureau de Qued. La lumière du soleil a filtré à travers les stores et les arbres dorés, illuminant la table de la conférence en acajou où Marsha était assise calme et composée derrière une pile de dossiers soignés. En face d'elle, j'ai placé avec prudence le projet final de l'accord de règlement. Mon nom est imprimé en type précis sur la première page à côté de l'entête audacieux, Meritan System Incorporated, Confidential Settlement and Release. J'ai pris un moment pour absorber la gravité du moment, rappelant le choc de mon licenciement, les innombrables nuits affluant sur les clauses contractuelles de Gordon et la cascade des événements qui m'avaient conduit ici. Marsha leva les yeux, offrant un petit sourire connaissant. Tout set, elle a demandé. J'ai hoché la tête, ressentant le poids de 17 ans de travail et de loyauté se converger en ce seul document. Elle a glissé le premier dossier à travers moi, mon paquet de départ. C'était là. 24 mois de salaire de base, des options d'achat d'actions entièrement liquidées à la juste valeur marchande, des bonus à créer et des prestations de retraite, et la longue renonciation à la non-concurrence redoutée publiée. Les numéros brillaient sur la page comme un grand livre de l'indication. J'ai passé mon doigt le long des rangées de figures, chacune témoignant de la prévoyance sur laquelle Gordon avait insisté et l'intégrité que j'avais confirmée. J'ai jeté un coup d'œil à Marsha, dont l'expression en équilibre ne trahissait rien des batailles juridiques qu'elle avait définitivement naviguées en mon nom. Cela m'a frappé que je ne me battais plus pour ce que je devais. Je revendiquais simplement la promesse une fois de bonne foi. Markham m'a ensuite remis un deuxième dossier marqué des enregistrements d'entreprises au mérite et système. À l'intérieur se trouvaient les excuses publiques discrètement publiées sur la page des relations avec les investisseurs de l'entreprise, une reconnaissance de mes contributions,
et une admission de surveillance dans le processus de résiliation, et une lettre officielle de Hugh Danner, leur avocat général, exprimant le regret de toute détresse causée par les actions du nouveau leadership. Je me suis permis un petit signe de tête satisfait. Les excuses, bien que nichées entre les rapports trimestriels, représentaient quelque chose de bien plus important que la rotation des relations publiques. Il a signalé l'admission tacite que la carte avait été diffusée en jetant quelqu'un qui, selon les mots de Gordon, a gardé le moteur en marche. Quand Marca a présenté l'enveloppe finale, un paquet de couleur crème croustillante contenant ma copie signée de l'accord, j'ai senti mon pouce accélérer. L'acte de signature scellerait le processus, mais j'ai approché la broche avec révérence plutôt que triompher. J'ai pensé au premier jour avec Gordon, la sueur trempée et déterminée sur le plancher de l'usine. Et de la nuit, j'ai lu pour la première fois la clause 12.44 dans la solitude de mon bureau à domicile. Maintenant, avec chaque ligne que j'ai signée, j'ai honoré à la fois la lettre de cette clause et l'esprit de loyauté qu'il représentait. En faisant défiler ma signature, j'ai senti que la tension des dernières semaines se déroule dans mes épaules, remplacée par une confiance sereine qui vient de savoir que vous avez confirmé vos principes. Les formalités conclues, Marcia a suggéré que nous célébrons avec un déjeuner tranquille au café de l'autre côté de la rue. J'ai accepté, désireux un moment de normal. À l'extérieur, l'air de la fin du printemps portait le péché du café frais et de la magnolia fleurie, un contraste frappant avec les couloirs stériles de l'énergie des entreprises. Nous nous sommes assis à une petite table sous un auvent rayé, et Marcia a grillé à nouveau début. J'ai levé ma tasse, reconnaissant que ce règlement était plus qu'une compensation. C'était la fermeture d'un chapitre et le seuil d'un autre. Au cours des sandwichs et des salades, j'ai raconté les premiers jours de Méritant, la crise évitée et le thé était incassable. Marcia écouta, hochant la tête pensivement, ses yeux reflétant à la fois la sympathie et l'admiration pour le voyage que j'avais enduré. Alors que je remonte au soleil par la suite, j'ai porté le dossier de colonie dans une main et un sens renouvelé dans l'autre. Je ne suis pas rentré chez moi pour déballer les coffrets ou revisiter des souvenirs de la maison de Lila et j'ai partagé une fois. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers des innovations ferroviaires en fer où Léo Crenshaw et la nouvelle équipe m'attendaient. À la porte du bureau, je m'arrêtai, inhalant le bourdonnement des machines et le murmure silencieux d'ingénieurs se blottis sur des circuits imprimés. C'était comme rentrer à la maison. Le prototype d'entrepôt, vivant du sentiment de soudure et de pétrole, était devenu mon sanctuaire, un endroit où la loyauté a été gagnée par la compétence et la collaboration, non accordée par le sang. De retour mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un email à l'équipe. Matin à tous. Je suis de retour avec une concentration à 100% sur les rails de fer suivants. Recognions à 1000 pour examiner le nouvel algorithme logistique et finaliser la carte routière de livraison. Alors que les messages d'encouragement se sont déroulés dans Maya Jensen proposant de se rencontrer pour une session de stratégie, Roland Trigg proposant un plan de sensibilisation des fournisseurs, j'ai réalisé que mon règlement n'était pas un point final, mais la rampe de lancement pour quelque chose de bien plus grand. Ma réputation a été forgée dans les incendies de bouleversement d'entreprise m'a maintenant précédé comme un phare pour ceux qui appréciaient l'intégrité du népotisme. Cet après-midi, j'ai rencontré Léo dans la baie du prototype. Ses yeux éclairants à la vue de moi. Il a glissé un accord de partenariat à travers le workbench, parfaitement dactylographié et prêt pour ma signature. C'était l'invitation formelle à devenir un partenaire égal dans les innovations ferroviaires en fer, une opportunité de façonner une entreprise fondée sur les principes que Maritan a épousés. Je me suis arrêté, réfléchissant au contraste entre l'offre précipitée que Russell avait étendue et cette véritable collaboration à forger dans le respect mutuel. Avec une poignée de main ferme et un sourire, j'ai signé le document. Le séchage de l'encre comme une promesse pour moi-même et pour l'équipe que notre avenir serait alimenté par la loyauté, la compétence et la vision partagée. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, je me suis assis seul dans mon appartement, en passant en revue le dossier de colonisation une dernière fois. Dans ces pages résidait le dossier d'une saga qui avait commencé avec des liens familiaux et s'est presque terminée en exil, seulement pour conclure avec la justification et les nouveaux débuts. J'ai fermé le dossier, les placé sur l'étagère à côté de mon diplôme et l'ancienne montre de poche de Gordon et je me suis penché en arrière. Les mots que j'ai entendus de Delilah quelques semaines plus tôt ont dérivé dans mon esprit. Vous n'avez jamais été jetable. J'ai hoché la tête à moi-même, reconnaissant pour les excuses, et pour le voyage qui m'avait conduit ici. J'avais collecté ce qui était à juste titre à moi, honoré l'homme qui croyait en moi et trouvé une nouvelle famille et les collègues qui ont choisi l'intégrité plutôt que la commodité. Et maintenant, avec Iron Rai sur le point de transformer l'industrie,
j'ai finalement eu la clarté et la liberté de construire l'avenir que j'avais toujours imaginé. Cela se tiendrait sur le même fondement inébranlable de confiance que Gordon m'avait inculqué dès le début. Lorsque je suis entré dans le café faiblement éclairé ce matin-là, l'air d'automne est toujours croustillant contre ma peau. J'ai ressenti un sentiment d'anticipation que je n'avais pas vécu depuis des années. La petite table près de la fenêtre était déjà disposée avec 2 tasses fumantes de rôti noir et Léo Crenshaw était assis en face de moi, sa posture désireuse mais respectueuse alors qu'il glissait un dossier net vers moi. À l'intérieur se trouvait l'accord de partenariat pour les termes de fer ferroviaire prévus dans un langage éclaircissant en pièces claires qui parlait des parts égales, de l'autorité décisionnelle et des fentes de bénéfices liées aux étapes de performance. I picked up the pen Leo had took fully placed beside the stack, ts worked familiar and reassuring in my hand, and paused to take it all in. It struck me then how far id come since those early days at Maritan, when every victory felt forged in fire and fraught with political risk, and how different this moment was made by the people around me, colleagues whose loyalty was earned through collaboration, mutual respect, and a vision partagée plutôt que accordée par le droit d'aînesse ou contraint par les liens familiaux. Je pouvais goûter la riche amertume de la cafetière alors que je passais mon doigt sur les clauses. Chacun témoignage d'une entreprise fondée sur les principes que Gordon Méritant m'avait appris. L'intégrité, la cohérence et un respect inébranlable pour les personnes qui ont fait le travail. Lorsque j'ai atteint la ligne de signature, j'ai décapé le stylo, j'ai ressenti la légère résistance du papier coupant de l'encre et signé mon nom avec un épanouissement silencieux. Léo laissa échapper un rire haletant, une demi-soulagement, une demi-exaltation, et a joint mon avant-bras dans une poignée ferme. Bienvenue dans l'équipe, a-t-il dit, j'ai brillé. J'ai hoché la tête, sentant les coins de ma bouche et un véritable sourire. Nous avons passé les prochaines heures à verser des chronologies projetées, des graphiques marquants et des diagrammes logistiques pour le contrat de 8,4 millions que nous venons de prendre, un arrangement pour rédiger l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement pour un distributeur de rails. Chaque détail de la proposition reflétait les leçons que j'avais apprises chez Méritant, des vérifications de qualité rigoureuses au plan d'urgence pour les pénuries de matériel et les retards personnalisés. Mais ici, à Iron Rail, il n'y avait pas de calcul politique pondéré sur qui a obtenu un crédit ou dont le nom de famille portait plus d'influence. Au lieu de cela, la salle fredonnait d'excitation alors que les ingénieurs esquissaient des organigrammes, les analystes de données dirigeaient des modèles prédictifs sur leurs ordinateurs portables, et LEO a cartographié un calendrier de déploiement qui a promis à la fois des gains d'efficacité et des économies de coûts pour notre client. Je les ai regardés avec une fierté gonflée, pensant à l'excellence tranquille de Maya Jensen et Roland Descroches résolus des problèmes, qui avaient déjà accepté des rôles. Preuve que le talent gravite vers les environnements où le respect est réciproque. Lorsque la réunion s'est cassée, je me suis attardé pour répondre aux questions sur les obstacles opérationnels, la vérification des fournisseurs et l'atténuation des risques, parlant avec le même calme faisant autorité qui m'avait valu la fiducie de Gordon près de 2 décennies plus tôt. Pourtant, cette fois, il n'y avait aucune anxiété qui venait de naviguer dans la politique familiale. Au lieu de cela, j'ai été buoyé par la connaissance que toute décision que j'ai prise serait pesée sur son mérite, et non sur les allégeances départementales. J'ai ensuite traversé le prototype laboratory, saluant chaque ingénieur par leur nom, en pause pour examiner les tableaux de capteurs prototypes que nous avions construits pour suivre les performances de la voiture de fret en temps réel. L'odeur de l'huile de soudure et de machine était familière, réconfortante, même un rappel que ma fidélité la plus vraie était envers le métier de l'innovation elle-même. J'ai démontré un ajustement du logiciel d'étalonnage qui a rasé les précieuses secondes de routine de diagnostic et a regardé l'équipe se réunir pour célébrer l'amélioration progressive, les petites victoires qui, lorsqu'elles étaient agrégées, définiraient notre réputation croissante dans l'industrie. Nous avons ri au-dessus d'un lot de muffins au four à la hâte du café à côté. Et j'ai réalisé que c'était la culture que j'avais aspiré à favoriser, dans laquelle chaque contribution a été reconnue, chaque aperçu accueilli et chaque personne habilitée à façonner notre avenir commun. Plus tard dans l'après-midi, alors que je faisais mon ordinateur portable et préparé à partir, Léo a mentionné une prochaine conférence de l'industrie où les cadres supérieurs de la logistique et de la fabrication se réuniraient. Il a suggéré que nous présentons notre étude de cas sur la refonte de la distribution des rails, l'occasion de présenter les capacités des rails de fer et d'attirer des partenariats supplémentaires. J'ai hoché la tête catégoriquement, sentant le vieux frisson du gambit stratégique qui m'a traversé. Faisons-le, dis-je, imaginant la présentation polie que nous livrerons, avec des démos en direct et des témoignages clients. L'idée de défier la domination de nos anciens employeurs dans le secteur sur la force de l'innovation et du leadership éthique plutôt que des manœuvres de couloir m'a rempli d'un but juste.
Alors que je sortais dans la soirée sombre, le ciel peint avec des traits de violet et d'or, j'ai pris un moment pour réfléchir au voyage qui m'avait amené ici. De la charge chuchotée de Gordon méritant pour garder le moteur à traverser la piqûre de la trahison dans cette salle de conférence, la satisfaction tranquille de l'application de la clause 12.4, avant et l'exode collectif de collègues talentueux qui ont choisi le principe du népotisme. Chaque étape avait été lourde de doutes mais toujours guidée par une étoile nord de l'intégrité. Maintenant, dans les lumières de l'atelier Glow of Iron Rail, j'ai senti l'aboutissement de ces choix se cristalliser en quelque chose de tangible. Une start-up prête à redéfinir les normes de l'industrie sur les fondements de la confiance, de la collaboration et de l'engagement inflexible envers l'excellence. J'ai vérifié mon téléphone et vu un message de Maya Jensen. J'ai hâte de commencer l'intégration des fournisseurs. Un autre ping de Roland Trigg. Saint-Chisson demain sur le pipeline entrepreneur de la défense. Leur enthousiasme a ponctué la réalité que j'avais non seulement récupéré ma carrière, mais aussi à galvaniser une communauté de professionnels pour construire quelque chose de mieux ensemble. J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, non pas du triomphalisme, mais de la simple connaissance que lorsque vous construisez votre valeur avec intégrité, comme Gordon m'a appris, vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous avez simplement besoin de vous présenter, de faire le travail et de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Et alors que je traversais les rues fraîches du soir vers ma voiture, j'ai porté cette confiance comme une torche, illuminant le chemin à parcourir pour moi-même et tous ceux qui ont choisi de croire au pouvoir calme du leadership honnête. Je n'ai pas revu Delila pendant des semaines après l'annonce de Fer Ferroviaire. Son silence plus fort que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Notre maison, autrefois remplie des rythmes faciles des matins partagés, fait maintenant écho à l'absence. À l'occasion de rares occasions, elle a répondu à mes textes, ses réponses étaient brèves et formelles. Voyage en toute sécurité. Bonne chance aujourd'hui, comme si nous étions des connaissances plutôt que des partenaires de 12 ans. Je savais que la faute n'était pas dans son cœur, mais dans le golfe que Russell avait conduit entre nous, un gouffre construit sur la loyauté familiale et la trahison des entreprises. Pourtant, chaque message non lu a pituré, un rappel que la femme qui s'appuyait sur moi comme confiante et co-conspirateur me considérait maintenant comme l'homme qui a glissé au-delà du contrôle de son frère. Un samedi matin croustillant, j'ai trouvé une petite enveloppe glissée sous ma porte. Aucune adresse de retour. Mon pouce est accéléré alors que je l'ouvrais et dépassais la seule feuille de papier en lin à l'intérieur. Le script familier de Delila se déroule devant moi. Silu, tu n'étais jamais jetable. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps pour le dire. J'ai tenu la note contre ma poitrine, fermant les yeux alors que la lumière du matin vacillait à travers les stores. Dans ses brèves excuses, des regrets tacites d'avoir mis à l'écart son mari à la demande de son frère, pour avoir permis à la politique familiale d'éclipser l'amour que nous avons partagé autrefois. Pourtant, les mots sont arrivés trop tard pour sauver ce qui s'était déjà effondré. J'ai plié la note avec soin et l'ai glissée dans la poche de ma veste, sentant ses bords appuyés contre mon cœur. J'ai envisagé de l'appeler, mais je savais que cette voix, régulière et chaleureuse, et je craignais que la mienne puisse trahir le soulagement et la douleur résiduelle que je portais. Au lieu de cela, je me suis glissé dans le prototype de laboratoire de fer et j'ai laissé le bourdonnement familier des machines absorber mon attention. Léo et l'équipe m'ont accueilli avec un enthousiasme calme. Leurs questions sur le contrat de logistique me ramenaient dans le monde que j'avais choisi, un monde défini par la collaboration et le respect mutuel plutôt que les liens sanguins. Plus tard dans l'après-midi, j'ai effacé la baie du prototype avec l'aide de Léo et je me suis assis à une petite table près de la fenêtre d'entrepôt, l'enveloppe gisant entre nous comme un pont fragile. Je l'ai glissé à lui sans commentaire. Il a immédiatement reconnu l'écriture de Delila et l'a remise avec un signe de tête solennel. « Voulez-vous répondre ?» il a demandé. J'ai tracé l'inscription sur l'enveloppe. Ces excuses sont à la fois lourdes et inadéquates. J'ai réalisé que certaines ruptures ne pouvaient pas être réparées par quelques mots sur papier. Cet amour et cette confiance nécessitent plus que des excuses. Ils exigent du temps, de la cohérence et de la preuve que les trahisons passées ne se répéteront pas. J'ai secoué la tête. Pas encore, dis-je doucement. Peut-être un jour. Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé à réfléchir à ce que la famille voulait vraiment dire. Meridan avait été l'entreprise familiale de Delila. Je croyais que je ferais partie de cet héritage pour toujours. Mais la fidélité erronée n'est pas perdue de la loyauté. Il trouve simplement un nouveau sol pour se développer. J'ai regardé l'équipe de Fer Ferroviaire collaborer. Les ingénieurs se penchent sur les circuits imprimés.
Les analystes de données se sont blottis autour des algorithmes. Nous tous liés par un but commun plutôt qu'un pédigré partagé. Ce but était notre lien, plus fort que tout titre hérité. Un soir, je suis passé devant notre ancien quartier, la rue bordée de chênes et de pelouses tranquilles où Delila et moi avions une fois marché main dans la main. Les souvenirs ont reculé. Brunch du week-end dans la cuisine Saint-Lay, séance de planification tard le soir pour la prochaine extension de Méritant. Le frisson de Gordon louant notre travail d'équipe. Je me suis garé un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la brise de la fenêtre ouverte emporter ses souvenirs. J'ai alors compris que pour aller de l'avant, il fallait l'abandon du passé, y compris la famille que j'avais autrefois. De retour à mon appartement, j'ai placé la note de Delila sur l'étagère à côté de la montre de poche de Gordon et le plan encadré de la première ligne de production de Meridan. Les éléments ont formé une chronologie de ma vie, début, milieu et fin. J'ai réalisé que les excuses de Delila, bien que sincères, appartenaient à un chapitre qui avait déjà fermé. Mon avenir résidait dans les gens qui ont choisi de construire avec moi ici et maintenant. Le lendemain matin, j'ai envoyé un bref texte à Delila. Merci pour votre note. Je l'apprécie. Prenez soin de vous. Aucune attente ne gissait derrière ces mots. Seule la reconnaissance de ce qui avait été et l'acceptation de ce qui restait. Comme je l'avais péché, j'ai senti une fermeture silencieuse s'installer dans ma poitrine. Debout à l'entrée du bureau des rails de fer, j'ai regardé la guilde du lever du soleil les quais de chargement avec une lumière douce. L'équipe s'est réunie pour notre groupe matinal. Maya Jensen est prête avec les mises à jour des fournisseurs. Roland Trigg ajustant les mesures de qualité. Hello Mapping Delivery Chess. Je me suis avancé et je me suis adressé à eux avec la même conviction qui m'avait transporté à travers les jours les plus sombres de Méritant. Faisons compter aujourd'hui. Leur hochement de tête et leur sourire ont affirmé que la famille peut être choisie et que la fidélité peut être gagnée à nouveau. Le silence de Delila avait marqué la fin d'une époque. Mais à sa place, j'ai découvert une vérité plus profonde. Les gens qui vous soutiennent lorsque le monde se détourne et ceux qui comptent vraiment. Et avec des moteurs de fer ferroviaire qui remontent à la vie, je savais que je ne serais plus jamais un nom sur la paix. Je serais plutôt le leader qui construit, soutient et appartient. Je n'ai pas entendu de Delila pendant près de 3 semaines après l'annonce du fer ferré, et chaque lever de soleil silencieux se sentait comme un autre rappel de la façon dont nos vies avaient divergé. Notre maison, autrefois remplie de l'arôme de son café du matin, et le moulin doux des routines partagées, devint vide à l'heure, les murs résonnant avec absence plutôt que de mémoire. J'ai réalisé que je ne mesurais plus le temps par son rire ou la façon dont elle m'a brossé le bras avant de partir pour le travail. Au lieu de cela, j'ai marqué les jours par les progrès réguliers de nos prototypes et les messages encourageants de Maya et Roland. Pourtant, une partie de moi achète pour la réconciliation, pour avoir la possibilité d'annuler les dommages causés par la loyauté envers un frère au lieu d'un mariage. Ensuite, un matin croustillant, une petite enveloppe de couleur crème est apparue sous ma porte. Aucune adresse de retour. Mon pouls a sauté alors que je dépassais la papeterie épaisse à l'intérieur et reconnus le script fluide de Delila. Vous n'avez jamais été jetable. Je suis désolé. Il a fallu si longtemps pour le dire. Les mots étaient simples, sincères et impuissants pour réparer ce qui s'était effondré dans un seul coup d'état. J'ai tenu la note contre ma poitrine, fermé les yeux et me souvenais de la gentillesse dans ses yeux le jour où Gordon passa, le poids de son chagrin comme la gravité entre nous. J'ai imaginé sa main hésitant alors qu'elle écrivait chaque lettre, déchirée entre le regret et la peur que les mots puissent susciter les vieilles blessures. Pourtant, les excuses ont suscité quelque chose d'inattendu en moi. Pas de l'espoir de retrouvailles, mais de la clarté. J'ai glissé la note dans la poche de ma veste et je me suis rendu au prototype lab de fer, la lumière du matin brillant du châssis de notre nouveau chargeur automatisé. Léo m'a accueilli avec un sourire provisoire, comme s'il sentait le courant émotionnel sous ma façade calme. Sans mentionner Delila, je me suis plongé dans les circuits de nos capteurs logistiques, guidant l'équipe à travers des tests d'étalonnage et des analyses de la chaîne d'approvisionnement. Avec chaque lecture réussie et chaque signe de tête d'approbation des ingénieurs, j'ai ressenti le poids de la trahison de la famille, remplacé par la solide satisfaction de construire quelque chose de non contaminé par le népotisme. Cet après-midi, je suis monté sur le quai de chargement pour regarder Roland superviser l'assemblage de notre première unité de déploiement. Mia s'est approchée, son expression chaude alors qu'elle offrait un rapport d'étape sur les négociations des fournisseurs. Leur présence m'a rappelé ce qui comptait. Loyauté gagnée par la compétence, respect donné en échange d'intégrité. Alors que le soleil plongeait bas,
je me suis retrouvé au café où Delila et moi avons prévu une fois des escapades du week-end. Les tables sont maintenant vides de notre rire partagé. J'ai commandé un café, j'ai tenu la note de Delila dans une main et la tasse à vapeur dans l'autre, et j'ai pris une décision silencieuse. Certaines fractures ne guérissent pas avec des excuses. Ils nécessitent de nouvelles fondations. Je reconnais ces paroles lorsque le moment se venait bien. Mais pour l'instant, mon chemin est allongé avec ceux qui m'avaient choisi alors que ma propre famille m'avait mis de côté. Ce soir-là, j'ai envoyé à Delila un bref message. Merci pour votre note. Je l'apprécie. Prenez soin de vous. Pas de plaidoyer pour le pardon, pas de plaidoyer pour les retrouvailles, juste l'honnêteté et la fermeture. J'ai placé mon téléphone sur la table et regardé la dernière lumière s'estomper à l'horizon, reconnaissant pour le silence qui a suivi. Ce n'était pas le vide, mais l'espace. L'espace pour reconstruire, appartenir à une famille que j'ai choisie et à honorer la promesse que Gordon avait toujours cru que je pouvais réaliser. Et alors que je retournais à Iron Rail, le bourdonnement des machines à venir ressemblait à un refrain bienvenu, un rappel que les liens les plus durables ne sont pas forgés non par le sang seul, mais par la confiance, le respect et le but partagé.